Mais à un moment donné, tu comprends que même si c'est pas fait comme toi, ça peut être mieux fait ou ça peut être fait différemment. Mon DG, là, il est totalement différent de moi, mais à la base, il a des valeurs extraordinaires. Moi, j'ai des valeurs d'inclusion et de diversité vraiment importantes qui pouvaient nous qualifier de spécialistes. Comment qu'on peut rendre ça tangible avec ce qu'on a déjà, puis qu'est-ce qu'on pourrait atteindre de différent? Et là, lui, ce qu'il nous a remis en face, c'est elle est où notre unicité comme entreprise? Un vrai spécialiste en solutions d'emballage, ça ferait quoi? Ben, va voir ailleurs dans le monde. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Enfin, j'ai David Cartier sur mon podcast. Bonjour, enfin Cléo, oui. Oui. Ça fait juste 1 an que j'essaie de t'avoir. Ça avait juste pas donné question de calendrier. Mais comme on se disait juste avant de débuter le podcast, on a tellement de relations en commun. On se côtoie ici et là, mais tu as tellement une histoire inspirante, puis tu es quelqu'un qui est ouvert à parler de tout. Et je pense que ça peut avoir une très, très grande valeur pour la communauté Hypercroissance. Donc, merci d'être là. Merci d'être enfin là aujourd'hui avec moi en studio. Bien, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir. Puis c'est juste parce que ça n'a pas donné, parce que je ne suis pas si occupé que ça d'habitude. Excellent. Bien, en tout cas, au moins, on a réussi à le faire marcher. Et dans le fond, David, tu connais un peu les podcasts. Donc, aujourd'hui, tu es à la présidence tu es toujours à la présidence de Emballage Cartier. Qui est une entreprise qui a débuté en 1980, si ma mémoire est bonne, par ton père. Ouais. Donc, il t'a pris la relève. Fait que c'est le fun parce qu'on va avoir une relève, mais pas jeune relève, c'est-à-dire que tu as eu le temps de t'approprier la business et de faire ta propre évolution. Parce que souvent, on a reçu des gens sur le podcast où le père et la fille étaient là, mais c'était comme encore en processus de... Non, même que je suis... être en processus bientôt, moi-même, de laisser ma place. Exactement. Bien, c'est pour ça que je trouve intéressant de t'avoir ici. Tu donnes aussi des conférences Time to Shine. Alors, on va avoir là-dessus tu vas nous parler un peu vraiment de l'entrepreneur, l'humain, le côté humain beaucoup qu'on ressent chez toi. Puis la particularité de mon podcast, c'est toujours de comprendre l'individu. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Puis tu le sais, là, on connecte toujours à l'humain. Et je veux connaître ton histoire. Quelle est l'histoire de David? Bien, écoute, on part par où? Moi, T'es né où? T'es né où? Moi, j'aime bien vous avez déjà reçu Yves Plourde ici, qui a été mon coach. J'aime bien ce qu'il dit, c'est, dans le fond, on est tous des petits culs en culotte courte, puis on joue avec des Tonka. C'est juste que là, des Tonka coûtent plus cher. Exact, c'est vrai. Fait l'histoire, ben c'est ça. J'étais un petit cul turbulent qui n'était pas terriblement bon à l'école. Ma sœur aînée, elle était vraiment, vraiment bonne. Puis dans une famille qui n'avait pas tellement d'argent, avec des parents qui se lançaient en business. Là. Fait que moi, c'était la clé dans le cou. C'est drôle parce qu'il y a eu des tempêtes de neige dernièrement. Puis dans ce temps-là, il y en avait des vrais. Des vrais de vrais, hein? Oui. Exact. Fait que c'est ça. Des parents qui partent en business puis qui parlent de ça tout le temps. Puis je pense, tu sais, mon père, il a parti une business pour nourrir sa famille.
C'était principalement ça la raison. Puis avec l'intention d'embarquer les enfants très jeunes. À l'âge de 14 ans, on était actionnaire d'une petite entreprise qui s'appelait Distribution industrielle Saint-Césaire qui vendait du papier de toilette. On n'avait jamais pensé que ça allait devenir aussi grand en si peu de temps. Fait que l'entreprise grandit, 10 millions de chiffre d'affaires en 10 ans, puis engage des représentants, puis ouvre des entrepôts. Puis moi, parallèlement à ça, j'aime pas l'école, puis je sais pas qu'est-ce que je vais devenir dans la vie, mais je sais que jamais je vais travailler pour mon père. Même si tu es actionnaire à 14 ans. Ah oui, exactement. Ah oui. Pour moi, c'était source de... Je voyais juste les chicanes, les parents qui reviennent tard. Parce que tes parents, les deux, étaient dans la business ensemble. Exactement. OK. Puis c'était quoi le rôle de ton père et de ta mère? Ah, ben mon père, c'est un ancien gérant de banque. Puis, tu sais, j'aime ça quand je raconte l'histoire. Il s'est déjà fait tirer dans un hold-up. Puis, tu sais, quand on est des enfants, on dit, mon père est policier, mon père pilote des avions, mon père vendait du papier de toilette. Mais il disait, il s'est fait tirer dans un hold-up. Mon père, donc, profil financier, un bon vendeur. C'était vraiment probablement le meilleur vendeur dans l'histoire de l'entreprise. Ma mère s'occupait plus du côté admin, négociation avec les fournisseurs aussi. Puis, tu sais, ça a grossi, puis tout le monde a trouvé des rôles. Là, mais au début, tu sais, ça part dans un garage, puis on déchargeait des vannes. J'ai 14 ans, puis on décharge des vannes à bras, là, tu sais, de caisses de papier de toilette. Puis qu'est-ce qui a fait que ton père a voulu se lancer, cette entreprise-là? Il n'est pas là pour se défendre. Mais, tu sais, très jeune, c'était un gars qui organisait des soirées dansante, puis faisait venir des orchestres dans un village où il habitait. Puis c'était un organisateur. C'était pas un gars aussi qui était capable de se faire dire quoi faire. Oui. Fait que dans ses jobs, avant de se partir en business, il a travaillé pour une grosse firme américaine qui s'appelle Kimberly-Clark. Puis je pense qu'il s'est fait congédier. C'était pas le genre à se faire driver. Fait que je dirais que c'est ça. C'est le désir de faire ces choses par lui-même. Ouais, ben, tu sais, moi, je me considère plus là, à cette heure, oui, je suis un vrai entrepreneur, mais ça a été longtemps, parce que moi, je suis un fils de boss. Un fils de boss, c'est pas un vrai entrepreneur. Un vrai entrepreneur, c'est celui qui va à la banque, qui met sa maison en hypothèque. Mon père, c'était un vrai entrepreneur, à mon sens. All-in, puis je vais mettre les heures, puis tout. Oui. En tout cas, je trouve que tu es pas mal bon comme entrepreneur. Ouais, j'ai fini par. T'as fini parce que, mettons, que c'est pas pire pantoute. Là, mettons, je regarde ça. Ouais. Fait que, OK, fait que là, tu viens. Fait que l'image que tu as quand tu es le petit cul qui a les shorts, là, c'est des parents qui travaillent fort, dans le fond. Oui. Ouais, puis moi, foncièrement, je suis paresseux. Ouais. J'aime ça m'amuser, puis comme un ado, déconner. Ouais, ça a été ado longtemps, là, mettons. Ouais. Non, j'avais pas la notion du travail, c'est pas quelque chose qui est ancré en moi. Là. OK. Alors que mon père... Ça devait être tout le contraire, non? Ouais. Mais penses-tu que c'est une réaction, ça? Tu penses-tu avec le temps? C'était-tu... Je sais pas. Non, je pense... C'était comme dans ta nature? Je pense que je fais bien dans un divan, là. Je suis assez à l'aise là-dedans. T'es-tu bien assis aujourd'hui? Là, ça va, là? Ça va, on est correct. Oui. Alors, c'est quoi ton parcours? Ça fait que parcours scolaire... Je suis allé jusqu'à l'université parce que c'était bien important pour mes parents. Et écoute, mes parents, là, ils ont utilisé le crédit 2 fois dans leur vie de jeunes parents. C'était une fois pour l'hypothèque de leur maison qu'ils ont payé 15 000 $ à Belleuil en 1972. Puis après ça, pour acheter la série d'encyclopédie Groslier. Ah, t'es sérieux? Parce qu'ils voulaient que les enfants aient à l'université. Puis ma sœur, comptable agréée, 4 ans mon aînée, elle a toujours bien performé à l'école. Fait que moi, je me suis ramassé à l'université à l'UQAM en sociologie. OK. Où, à un moment donné, je ne sais pas, j'ai rien contre la sociologie, mais je me suis rendu compte que les gens autour de moi avaient tous 30 ans puis 3 diplômes. Puis je me demandais qu'est-ce que ça faisait un sociologue dans la vie. Puis j'avais vraiment pas le cœur à faire mes devoirs. Puis tout, je suis allé voir ma mère, je lui disais, avez-vous une job en attendant? Et au grand plaisir de mon père, ils m'ont trouvé une job. Oui. Ouais. Fait que tu as commencé où? J'ai commencé, c'est sûr qu'à l'âge de 14 ans, je travaillais dans l'entrepôt, chargé camion. Ma sœur, elle faisait du filing dans les bureaux. C'était des jobs de gars, des jobs de filles. Oui. Puis quand je suis arrivé à temps plein dans l'organisation, ils m'ont donné la gestion des entrepôts puis des livraisons, que j'ai fait à peu près pendant un certain temps. Là. Dans ce temps-là, il y avait 3 entrepôts. Je m'amusais à dire, je m'en vais à l'autre entrepôt, à Montréal ou à Québec. Dans le fond, je m'en allais gamer aux jeux vidéo avec mes chums. Mes débuts dans l'entreprise à temps plein, là, je pense que ma mère m'a congédié 3 fois. Là. OK. Ouais. Mais à un moment donné, il est arrivé un élément déclencheur. Souvent, c'est ça, hein? Ouais. Ma blonde, elle va dire que c'est elle.
Oui. J'ai commencé à sortir avec une collègue qui est rendue, ça fait 31 ans que j'étais avec elle. Oui. Laquelle elle m'a replacé dans le droit chemin. Mais il y a aussi les responsabilités. Quand on a fermé l'entrepôt à Montréal, il a fallu que je fasse des mises à pied. OK. Tu as 19-20 ans, je pense que je pesais 140 livres, encore beaucoup d'acné dans le visage, pas trop confiant en lui, pas faire grand-chose par moi-même de ma vie. Et là, il faut que j'aille voir... le contexte aussi, les taux de chômage étaient plus élevés. Aller voir quelqu'un et dire j'ai une mauvaise nouvelle, tu ne travailleras plus. Fait que c'est ce genre de responsabilité-là. Congédier un élément perturbateur dans une équipe, ça m'a fait grandir rapidement. Puis, tu sais, quand tu commences à gérer de l'humain, tu vis les drames des gens. À travers le temps, là, j'ai un employé qui s'est suicidé, j'ai un employé qui a eu un incendie, a perdu ses enfants. Toutes ces choses-là, à un moment donné, font que je suis devenu un petit peu plus mature et un petit peu plus sérieux. Mais de prendre des décisions difficiles, c'est comme si je m'étais commis à dire je vais l'avoir, ce département-là, je vais faire de quoi de bien. Puis, tu sais, je me suis rendu à la fierté que le département de livraison, à mon avis, c'était le meilleur au monde. Oui. Alors qu'au début, c'était non fonctionnel. Puis, c'est quoi la valeur que tu as amenée, mettons, quand tu te mettais dans un département, là, puis que tu disais, regarde, là, je le maîtrise. C'est quoi ta force? Bien, sérieux, je me considère encore pas très bon techniquement dans des skills spécifiques. Ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que ce qu'on m'avait appris, que j'ai découvert que c'était comme une fausseté, c'était genre, fais pas confiance au monde. Ou, tu sais, je me rappelle, il y a un gars qui me dit, un patron, je venais d'encourager un employé en disant c'est bien ce que tu as fait, je venais de le féliciter. Puis le patron m'a dit, tu fais plus jamais ça parce que le gars va te demander une augmentation de salaire. Puis je suis comme, aïe, vous me demandez d'être un leader dans le style que j'ai pas. Moi, je suis travail d'équipe, on va briller ensemble. Fait que je te dirais que très rapidement, le succès de ce département-là passé par hey, les gars, on se dit vraies affaires, puis moi je vais vous en donner. Mais c'était avant-gardiste, probablement, à l'époque. Aujourd'hui, c'est requis. C'est quasiment requis. Mais c'est tellement drôle quand je vois toutes sortes de. Dans les 5 dernières années, j'ai vu une évolution incroyable de monde qui venait comme de juste réaliser tout ça. Moi, j'ai réalisé ça à mes débuts. Mais des fois, je le faisais même en cachette. Je me rappelle d'un livreur qui a des problèmes avec son siège sur son camion, puis il vient me voir, puis il faudrait faire de quoi, j'ai mal dans le dos, puis mon boss, il dit « Hey, il n'y en a pas question, on ne met pas d'argent là-dessus. » Je suis allé sortir 500$ à la banque, puis j'ai acheté un siège, puis personne n'a jamais su, tu sais. Oui. Tu avais ce côté-là humain de dire... Maintenant, on achète un camion à 150 000, choisis ton siège. Oui, c'est ça. Ben oui, ça va avec soi. Le gars, ça il va passe de soi. 12 heures par jour dans un camion. Exactement. Ouais. Fait que c'était confrontant pour moi d'essayer de trouver ma place dans un monde qui n'était pas tout à fait le mien. Mm-hmm. Mais à un moment donné, on a vu le fruit de ça. J'avais aussi une grande chance. Là. Mon père, il me voyait dans sa soupe. Okay. Je l'ai dit à ses funérailles, peu importe les conneries que j'ai faites dans la vie, dans l'œil de cet homme-là, je voyais de la confiance. Il avait confiance en toi. Fait qu'il venait pas... il s'ingérait dans les affaires à ma soeur. José, elle s'est joint à l'entreprise un petit peu plus tard, puis elle s'occupait des finances. Puis eux autres, ils se tiraillaient beaucoup. Mais moi, entrepôt, livraison, là, j'avais... Quand je suis arrivé, j'ai dit, hey, il faut acheter un camion neuf. Puis j'ai montré un retour sur investissement. C'est beau. Ils ont mis l'argent sur la table. Puis, fait que j'ai eu là-dessus... Quand tu as quelqu'un qui a confiance en toi et qui te laisse t'épanouir. Oui. Parce que sinon, le monde alentour, c'était pas ma tasse de thé. Là. Des affaires, comme je t'ai dit, là, le boss qui dit encourage plus tes employés. Ben oui. Fait que là, tu fais ta trace, autrement dit, au sein de cette organisation-là. Tu commences par un département où tu mets un peu ta saveur. Ouais. Puis, tu sais, je fais juste un lien. Tu as étudié sociologie, puis, tu sais, Emballage Cartier est reconnu pour faire des emballages durables avec cette notion-là, tu sais. Mais tu sais, je regarde ton côté sociologie, tu as quand même eu toujours de l'intérêt, probablement. Ton subconscient a toujours voulu aider l'humain et faire les bonnes choses, tu sais. À 52 ans, je m'en rends compte que oui, probablement, j'ai pris sociologie parce que j'avais pas mes mathématiques puis je savais pas en quoi m'inscrire. Mais
J'ai un intérêt envers l'humain, puis essayer de comprendre comment la société fonctionne. Puis, tu sais, je suis un peu, même avec mes enfants, je suis un peu fatiguant. Je fais des prédictions. Là, je regarde, on s'en va vers là, il va se passer. Ouais, j'ai un regard. Je suis assez ouvert à ce qui se passe. T'aimes ça, c'est ça. Ouais. Et là, tu fais ce département-là, livraison logistique. Ensuite, c'est quoi ton cheminement dans l'organisation? Écoute, ça a été un changement drastique parce que moi, je suis aux livraisons, j'ai la meilleure équipe, ça va bien mes affaires, mais avec les autres départements, je suis pas fin. OK. Nous autres, on est hot, puis tu sais, la dynamique, c'est je joue à la balle, je joue au hockey, je joue au golf avec les livreurs, on est chum. Tu sais, c'est vraiment plus que... On est quasiment fusionnel. Et là, on me donne service à la clientèle. OK. Premièrement, c'est un département de femmes, c'est pas un département d'hommes. Moi, je m'en viens avec... Moi, ça a été facile, là. Je me suis mis chum avec tous les gars. Comment je vais me mettre chum avec les filles? Ça joue pas au hockey, ça joue pas à la balle. Tout. Mais j'ai décidé d'être comme un genre de gentil organisateur. C'est un département qui va pas bien. On vient de s'informatiser. On vient d'avoir un ERP pour la première fois dans la compagnie, en 98. Qui est quand même avant-gardiste, encore une fois. Ils ont eu des cours de souris. Là, le monde ne savait pas comment chauffer une souris. Ouais. Puis je prends que ce département-là, qui, encore là, il a été magané parce que personne ne s'en est occupé. Puis il y a beaucoup de tensions à l'intérieur du département. Il y a des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Il y a des personnes qui viennent de s'ajouter. Les plus jeunes sont plus technologiques. Les plus anciennes connaissent les clients par cœur et les produits par cœur. Tu sais, la manière que ça fonctionne, là, c'est le téléphone sonne, puis ça répond « Wallo! » Un instant, je vais aller chercher votre dossier, puis le téléphone s'en va dans un grand mur de filière, ramasser le dossier du client. Et là, moi, je prends ce département-là. Les gens, ils s'aiment pas. Les plus anciens font de l'overtime pour rentrer 6 commandes dans une journée, pendant que les autres, le char est déjà parti à 4h30. Je dis « Tabarnouche, moi, je vais mettre... l'entrain là-dedans. Fait que je les invite à aller visiter des choses, les casinos à Montréal, des émissions de télé. J'essaye de faire une équipe avec ça. Oui. Ça marche pas pantoute. Faire un an certain avec ça. Puis là, j'avais une vision, je me disais, quel privilège qu'on a d'avoir les clients qui nous appellent. Les clients appelaient, là, hey, je veux 2 caisses de ci, 10 caisses de ça, une palette de ça. Des fois, un appel durait 22 minutes. J'ai un jour, ça va disparaître, ça. L'ordinateur du client va communiquer avec notre ordinateur. Ça a l'air bien banal en 2024, mais en 98, là, je suis visionnaire, moi, là. Je dis, on va lui donner des cours de vente. On va prendre ce privilège-là que les clients nous appellent, puis on va donner des cours de vente au service à la clientèle. Faire affaire avec une firme qui donne des cours de vente spécialisés. Ils disent, on personnalisé, on va venir s'installer chez vous, on va vous auditer, puis on va vous donner un cours de vente. Le gars, il vient une journée, il me rencontre dans mon bureau, il dit, David, je peux pas travailler avec ta gang. Ben voyons donc. J'ai dit, comment ça? Ils sont pas fines. Ils disent, non, c'est dysfonctionnel totalement. Il n'y a pas de méthode de travail. Fait qu'on a mis une méthode de travail en place en une journée. 10 étapes. On leur a mis un casse à la tête, plus de téléphone dans la main, plus de patte de commande. Tu prends la commande en ligne, tu confirmes les prix. Là, résistance au changement majeur. Mais on y est arrivé, puis ça a pris à peu près 3 mois, on a mis notre méthode en place et tout le monde travaillait de la même manière. OK. Et là, j'ai compris que le plus gros problème de ce département-là, c'était l'iniquité dans la répartition des tâches. Le fait que tout le monde travaille à sa manière, il y a des gens qui rentraient 22 commandes d'une journée, il y en a qui en rentraient 6. Puis on n'était jamais à jour parce que comme on ne confirmait jamais rien aux clients, tout le monde appelait pour savoir « j'ai pas eu mon stock, j'ai pas eu de bon prix ». Donc, c'est vraiment, vraiment une expérience totalement différente que de celle des livraisons. Ouais. Là, je remplis mon coffre à outils. Puis des décisions, des discussions difficiles, puis courageuses. Puis, écoute, résistance au changement majeur. C'est un département qui n'avait pas été impliqué dans l'informatisation. Rencontrer des gens face à face, puis leur dire la vérité. Puis, je me rappelle des nuits que je ne dormais pas. Là. Des nuits que tu ne dormais pas, mais encore là, tu apprends dans ton rôle de leader, puis de tout ça. Mais à ce moment-là, là, parce que tu disais, en attendant, je vais aller travailler, mais là, tu sais, c'est... j'étais encore en attendant. Tu es encore en attendant, puis ça continue. C'est ça. Ben écoute, je me plais à dire, j'ai 52 ans, puis je suis encore en attendant. J'avais 3 nouveaux en intégration cette semaine, puis je lui ai raconté une histoire, puis j'ai dit, j'attends encore de savoir ce que je vais faire dans la vie. Mon concept, c'est que
c'est plus vrai, ça, de dire tu vas étudier dans quelque chose, puis tu vas décider à l'âge de 18 ans que tu vas faire ça jusqu'à ta retraite. C'est tellement pas ça. L'être humain est tellement... Écoute, si j'ai le goût d'apprendre le violon demain matin, pas parce que ça fait 40 ans que je ne l'ai pas fait, que ça ne marchera pas. Oui. Dans ce sens-là, je m'inscris à des formations. Au moins une fois par année, je m'inscris à une nouvelle formation pour me donner un petit peu de challenge. Okay. On est beaucoup plus qu'un job description. Exactement. Tellement d'accord avec toi. Puis il faut garder cette curiosité-là aussi, je pense, pour être... j'ai le mot en anglais, là, relevant, c'est être... Cohérent, impliqué, exactement. Alors là, tu as fait ce département-là. Après ça, as-tu changé de département? Ben oui. Là, moi, j'étais l'ennemi public numéro 1 des autres départements parce que tout ce que je touchais, c'était bon, mais les autres départements n'étaient pas bons. OK. J'étais vraiment... Autant j'avais un bon leadership départemental, j'étais assez cancer envers les autres équipes. C'est comme une compétition. Puis le département que je prenais le plus en grippe, c'est le département des ventes. OK. Pour moi, des représentants, des vendeurs, c'est des all-stars qui ont un pied sur le pouf, qui mentent à l'organisation, puis qui ramassent les grosses commissions. J'étais tough avec les reps. Okay. Je me rappelle même j'étais allé prendre le odomètre là, pour montrer qu'ils trompaient la compagnie sur le kilométrage, puis ils les avaient pognés. Fait que la directrice des ventes, à un moment donné, était tannée de m'entendre chialer contre son département. Fait qu'elle dit « Bon, elle dit, David, je pense qu'il est temps que tu joignes l'équipe des ventes. » Puis elle dit « Je te donne 2 options. C'est soit que tu gères des représentants ou soit que tu prends un territoire. » Puis j'ai eu peur de prendre un territoire. Ah oui. J'ai dit « Je vais aller me cacher dans le poste de gérant. » Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, oui, exact. Ouais. Fait qu'elle m'a donné 2 reps, puis j'ai commencé à faire de la route avec les représentants. Puis c'était des territoires géographiques. Il y avait l'Est de Montréal, puis il y avait l'Estrie. Puis il y a un des deux que, quand je suis allé faire de la route avec, j'ai remarqué que c'était vraiment pas ça que je m'attendais comme rendement. Puis j'ai eu une bonne discussion avec, puis le gars m'a donné sa démission. Et je me suis retrouvé avec un territoire. Tu voulais pas, hein, mais finalement. Je voulais pas. Puis voilà. l'Est de Montréal, puis un territoire avec des gros clients importants dans l'organisation, puis tough. Des acheteurs plus vieux que moi, puis old school, puis à coup de claque à la gueule. OK. Ouais, puis ça a été probablement la meilleure chose qui m'est arrivée, puis mon opinion des représentants a changé. Je pense encore que c'est un métier qui est en évolution, puis que si en 2024, tu n'amènes pas de valeur ajoutée comme représentant, tu peux être facilement remplaçable par de l'informatique. Mais à ce moment-là, avant, je pensais que toutes les reps, c'était pas bon. C'était juste du monde qui n'avait pas réussi à l'école et qui avait des grandes gueules. Oui, c'est ça. Mais quand j'ai été confronté, j'aimerais pas et non, mais il y a des entreprises, j'ai mangé une coupe de claques à la marboulette. Mais c'est bon. Fait que là, le métier rentre encore dans le corps. Exact. Puis, et là, t'es-tu resté longtemps aux ventes? Oui, je suis devenu, à un moment donné, directeur des ventes. À un moment donné, 2 représentants, après ça, 4. Après ça, je suis devenu directeur des ventes. Puis j'ai eu ma part de succès, mais je suis officiellement le directeur des ventes en poste qui a arrêté la croissance de l'entreprise. Ah oui? Oui. Puis peu importe la conjoncture, tu aurais mis à peu près n'importe qui. Je pense que l'élan était estompé, mais avec du recul, moi, je me disais... on a assez de clients, on va lui vendre plus de produits à chacun. Oui, grossir la pointe de terre. C'est ça. Alors que j'ai négligé beaucoup de développement des affaires. Puis la conjoncture économique a changé. Puis finalement, je suis le premier directeur des ventes de l'histoire de l'entreprise qui a vécu une décroissance. OK. Ouais. Puis, mais là, on sait que tu as vécu beaucoup d'hypercroissance par la suite, dans toute l'histoire, c'est ça? Oui, après, ça c'est. Mais tu sais, là, parallèlement à ça, Jean Cartier, c'est un entrepreneur en série, il a parti d'autres projets. Il nous a vendu Emballage Jean Cartier, que ça s'appelait dans le temps, à moi, ma sœur et ma tante. Il a fallu qu'on se positionne. Puis ça, c'est important dans un processus de relève familiale. Tu as beau être actionnaire depuis l'âge de 14 ans, tu as beau avoir un pourcentage des actions, d'avoir des dividendes, puis tout. À un moment donné, il y a tout l'enjeu des rôles et responsabilités. Un actionnaire, c'est différent d'un staff. Oui. C'est quoi ta contribution à l'organisation? Exactement. Fait que, il a fallu vraiment... On a été bien accompagnés dans le temps. Ma tante, elle a dit qu'elle prenait sa retraite. Fait qu'il fallait se diviser les tâches entre moi et ma soeur. Puis on a défini que moi, j'avais probablement des talents pour devenir président. J'étais peut-être plus visionnaire. Josée, elle avait des talents pour devenir directeur général. Mais on n'était pas prête. Okay.
On a engagé un DG de l'externe pour à peu près 3 ans, le temps qu'on se positionne. Mon père est allé partir avec ses autres projets, puis il y a des projets qui ont bien fonctionné, mais le dernier projet, il vendait beaucoup aux États-Unis. C'était dans la conversion de papier, puis 75 de son chiffre d'affaires était aux États-Unis, puis le dollar canadien est devenu au pair avec le dollar américain. Puis il a fini par faire faillite. Puis faillite personnelle, ensuite embolie pulmonaire, puis diagnostic d'Alzheimer. Puis ça arrive tout au moment où le DG qu'on a engagé pour 3 ans, il part, puis on se retrouve, moi et ma soeur, puis je dis, je vais prendre la présidence. Oui. Wow. Fait que je prends la présidence. Hey, ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Ça, j'adore la conter, cette histoire-là. C'est le DG, un gars avec qui je m'entendais très bien, il venait d'avoir une offre pour aller dans une grande entreprise. Puis il vient me voir, puis il me dit ouais, Dave, il est temps que je parte. De toute façon, tu serais rendu au point de me sacrer dehors parce qu'on ne réalise pas nos objectifs. Puis il dit je m'en vais travailler ailleurs, puis je pars dans 3 semaines, mettons. Puis ça a été bien le fun. Puis il sort de mon bureau, et là, j'ai les épaules à terre. Ouais. Je suis vraiment, vraiment sur le derrière. Puis moi, je suis au bureau extrême sud d'une bâtisse de 100 000 pieds carrés. José, à l'extrême nord. On est 50-50 dans l'organisation. Puis là, le DG vient de partir. Et moi, j'appelle ça le couloir de la mort. Il faut que je marche jusqu'à chez José pour lui annoncer la nouvelle. Et je sors de mon bureau et j'ai les épaules par en dedans. Puis vraiment, là, je file pas. Mais moi, ça fait un bout que je me dis, faudrait que j'aille le guts de prendre la présidence. Faudrait. T'sais, on m'a dit que j'étais pas prête, j'étais un peu immature. Je commence à marcher, puis là, mon regard croise les gens du service à la clientèle. Puis après ça, les gens des achats. Puis je connais tout le monde. Je suis allé à la gare avec tout le monde. Je les connais tous. Je connais leurs enfants. Et je regarde ces gens-là, puis je dis, hey, t'es pas tout seul, t'as une méchante belle équipe. Et en marchant, je te jure, t'aurais pu mettre une petite musique évolutive. Là. Oui, mes épaules se lèvent, puis je marche d'un rythme plus soutenu, plus confiant, puis je rentre dans le bureau de José, je ferme la porte. Je sens qu'une claque sur son bureau, j'ai dit, notre DG s'en va, puis je prends la présidence. Puis ma sœur, ma grande sœur, en qui le jugement est super important là, de ce qu'elle peut penser de moi, elle a toujours trouvé que j'étais un petit con. Oui. Elle fait « Yeah! » Là, je fais « Yeah! » Là, les deux, ah! Elle dit « All right! » Elle dit « Je suis tellement contente. » Elle dit « Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'aider, puis je vais t'appuyer. » Ah! Hey, wow. Là, je venais d'avoir de l'énergie, une affaire épouvantable. Là. J'avais ma sœur, qui était toute ma vie, là, celle qui était comme un idéal à atteindre que je ne pouvais pas, des 100% quel âge à à l'école. moment-là, David? J'avais 37 ans. 37, OK. Ouais. OK. Quand même une belle connaissance de la business. Tu sais, mais tu as quand même une belle connaissance de la business, tu as fait les départements, tout ça. Je connais tous les fournisseurs, je connais tous les clients, je connais ça. tous les employés. Peut-être moins finance, informatique, ressources humaines, c'est les bébés à ma sœur. C'est ça, toutes les choses qu'elle a mis en place, puis elle t'a fait un job incroyable. Oui. Fait que l'entreprise est rentable, mais on est en décroissance. Il y a un grand désengagement des employés, puis le nom, ça bâtisse, ça fait faillite. Jean Cartier a fait faillite. Fait que ça, c'est beau. Ma sœur, yeah. Puis je me rappelle, le lendemain, on va à Toronto. On avait des reps à Toronto. On s'en va là-bas, il y a une exposition, puis je pars avec ma directrice des achats. Puis ça a été comme une alliée. Ça a été d'avoir la directrice des achats qui a dit « Moi, David, j'embarque avec toi. C'est bon. » C'était déjà un plus. T'sais. Mais je reviens de Toronto, je rentre dans mon bureau. Ouais, la première décision que j'ai prise dans la compagnie, c'est qu'on a le droit de jeans tous les jours. OK. Moi, j'étais un président cool. Puis je me suis pris un bureau central et non pas dans l'aile présidentielle, là, en plein milieu de la place. Puis moi, je vais être avec le monde. T'sais. Mais c'était des murs fermés puis un gros bureau en bois massif brun. Là. Je ferme la porte, je m'assieds en avant de mon gros bureau puis je me mets à pleurer. J'ai vraiment eu, là, ouf, qu'est-ce que je viens de faire là? Oui. Ouais. Puis là, il y avait un genre de kick-off pour annoncer ma présidence dans un verger chez la famille Robert, vignoble cidrerie à Rougemont. Puis premier discours devant les employés. Et j'ai vraiment livré un discours totalement vide de contenu.
allô, tu sais, un peu gêné, pas trop à l'aise avec le micro. Ça va pas bien. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Mais je sais une chose, c'est que j'ai le goût de me réaliser dans ce défi-là. Puis j'ai le goût de me réaliser avec vous autres. Je vous connais toutes. Puis je pense qu'ensemble, j'ai besoin de votre aide. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que autant j'analyse ce discours-là avec du recul, oui, c'était vide de contenu parce que tu t'attends à ce qu'un leader vienne te dire nous allons conquérir l'Amérique et nous allons commencer par Oui, mais en même l'Est. temps, tu as été hyper authentique. C'est ça. Tu as suivi ton style de leadership qui était avant-gardiste. C'est ce que j'apprécie avec bien des années. Ça a marché. Oui. Puis je le dis, à cette heure, je suis devant plein d'autres entrepreneurs qui ont des carapaces, puis tout. Hey, laisse-la aller, là. Demande de l'aide. Puis en plus, j'avais toujours été fair avec tout le monde. Même si tu peux sortir une liste de gens qui ont travaillé chez nous, qui m'ont pas aimé, ça se peut, là. Mais en général, j'ai toujours été fair avec tout le monde. Fait que tu demandes de l'aide à des gens. Les gens, c'est naturellement bienveillant. Puis je pense qu'aussi, il y a un sentiment de vouloir contribuer à ça va pas bien, mais tantôt, ça va aller bien. Il a fallu, à un moment donné, trouver notre voie, là. Oui, tu peux pas dire pendant 13-14 ans, je ne sais pas où m'en aller. Non, c'est ça. Mais au moins, tu as senti que tu avais des alliés. Ah, clairement. L'équipe de direction, en partant, on s'est retroussé les manches. Là, après ça, là, c'est une séquence de bonnes actions de gens, sans dire qu'on a on n'a pas lu des livres, qu'on n'avait pas tant des techniques particulières. Si on avait eu des techniques, ça aurait peut-être été mieux. Mais des gens mobilisés à vouloir atteindre quelque chose ensemble. Tac, 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 tac. Une séquence d'événements incroyables. Mais mentionne-nous un peu les milestones importants que tu te rappelles suite à ça. La chose la plus importante qu'on a faite, puis merci au DG en place, qui a été là 3 ans, c'est qu'il nous avait fait faire un exercice de planification stratégique. Ça faisait longtemps qu'on faisait des planifications stratégiques, puis ma sœur était bien bonne là-dedans. Là, il nous avait amené à un point qu'on n'avait jamais voulu remettre en question, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean Cartier, son modus operandi, c'était « si le client en demande, on va en trouver ». L'entreprise avait grossi beaucoup à devenir un genre de one-stop shop. Et là, lui, ce qu'il nous a remis en face, c'est « elle est où notre unicité comme entreprise ». Notre mission d'entreprise était « nous sommes distributeurs de produits d'emballage sanitaire et santé-sécurité pour les compagnies manufacturières du Québec ». Là, il nous a mis la face devant cette mission-là. Ça pourrait être n'importe qui. Bien, c'est ça, il n'y a pas de différenciateur. On a nommé tous les compétiteurs, puis le chapeau lui faisait. Fait que là, on a dit, OK, c'est vrai que c'est assez banal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on pourrait aller tirer un profit de quelque chose de différent? Puis dans notre offre, bien, il y avait les produits d'emballage. On a dit, plutôt que d'être un généraliste one-stop shop, si on se spécialisait dans les produits d'emballage. Fait que ça, c'est un milestone important, puis qui n'a pas été un déclic tout de suite. Spécialiste en solutions d'emballage. C'est écrit ses camions, c'est écrit ses cartes d'affaires sur le site web. J'étais dans un show à Québec, une foire industrielle. Tu sais, on installe notre kiosque, là, puis après ça, on prend des photos, puis on a fait un cri d'équipe, puis on est tous contents. Moi, je suis le nouveau président de cette belle vision-là d'être spécialiste en solutions d'emballage. Et là, je prends un peu de recul, puis je regarde l'autre à côté, il est spécialiste. L'autre est spécialiste. Tu dis, c'est pas plus unique. C'est pas parce qu'on l'a écrit qu'on l'est nécessairement. Fait qu'on est revenu de là, encore là, avec l'équipe de direction, avec de l'aide aussi de firmes plus plan marketing et tout. On a regardé c'était quoi qu'on avait déjà qui pouvait nous qualifier de spécialistes. Comment qu'on peut rendre ça tangible avec ce qu'on a déjà, puis qu'est-ce qu'on pourrait atteindre de différent. Fait qu'on avait certaines choses déjà dans notre ADN qui faisaient... Nous autres, vendre du plastique pour vendre du plastique, on ne trouvait pas ça correct. Déjà, là, même si ça ne parlait pas tant d'environnement dans ce temps-là, on allait vers nos clients et on essayait de réduire leur consommation. Tu sais, c'était un peu un non-sens. Tu veux augmenter tes ventes, tes profits, mais tu réduis tes ventes chez tes clients. On était déjà dans cette optique-là. Fait que là, on a surligné ces services-là qu'on avait, puis on a décidé d'en rajouter d'autres, de faire des partenariats avec des gens plus globaux. On est allé chercher une ligne d'équipement d'emballage d'Italie. L'ultime, c'est à un moment donné, on se pose la question. Ça, je l'adore, celle-là. La directrice des achats, on est en meeting, puis à chaque année, il y a des gros clients potentiels qui nous envoient des appels d'offres. Puis là, l'équipe des ventes est toute excitée. « All right, telle compagnie arrive avec son appel d'offres, c'est 3 millions par année. » Puis
tout le monde est à quatre pattes, tout le monde travaille comme des fous pendant des semaines pour livrer, remplir les documents d'appel d'offres qu'on n'a jamais. La directrice des achats nous lance un vrai spécialiste en solutions d'emballage, ça ferait quoi? Et là, on en vient à dire un vrai spécialiste dirait non, je ne remplis pas l'appel d'offres. Mais voici ce qu'on vous propose. On va vous auditer, on va remettre en question vos techniques d'emballage, on va mieux vous comprendre. Puis tout. Fait que l'équipe des ventes veut rien savoir de ça. Ça va tout énerver parce qu'ils pensent qu'ils vont l'avoir. Puis finalement, ils s'en vont voir le client potentiel puis ils disent ça. Sais-tu quoi? On ne l'a pas eu. Plus. Mais on a arrêté de travailler comme des malades pour livrer un appel. Et juste cette petite phrase-là qui résonne encore dans ma tête, ça a été un déclencheur de beaucoup de choses après, de changer notre posture, comment on va au marché. Puis là, le marketing a embarqué là-dedans, puis a commencé à... On a une belle équipe marketing, on a mis des beaux mots sur comment se présenter différemment. Là, l'enjeu le plus grave, ça a été l'équipe des ventes. L'équipe des ventes était habituée de travailler de la même manière, puis ça n'a pas embarqué. Grosse résistance au changement. Écoute, ça a été un turnover de roulement de personnel de 100 %. Quand je dis, si on avait eu des techniques, si on avait su des choses, on aurait peut-être fait mieux des choses. Mais le plus dur au départ, c'était à l'interne, de faire le switch, le changement à l'interne. Puis après ça, la question géniale que tout le monde devrait se poser, c'est si tu veux être un spécialiste en solution d'emballage, puis tu te poses la question, qu'est-ce que ça fait un vrai spécialiste? Mais va voir ailleurs dans le monde. Fait qu'on est allé ailleurs. On est allé voir, on a rencontré une communauté qui s'appelle ISTA, International Safe Transit Association. C'est des gens qui font des tests dans des laboratoires, qui amènent la science au service de l'emballage. Puis c'est une belle communauté qui se réunit au moins une fois par année, dans 40 quelques pays, puis ça existe depuis une bonne quarantaine d'années aussi. On s'est joint à cette communauté-là, on a ouvert un laboratoire. On a engagé un ingénieur. Mon père était décédé à ce moment-là, mais je me dis tout le temps, hey, Jean Cartier, t'aurais-tu pensé un jour engager un ingénieur à vendre des produits? C'est ça qui a commencé avec du papier de toilette dans ton garage. Là, fait que le lab, puis on commence à présenter notre lab aux clients. Personne ne comprend ce qu'on est en train de faire. Même notre équipe n'est pas sûre. Puis on n'a même pas un homologue à qui parler chez notre client. On parle à un acheteur qui sait souvent pas. C'est pas vrai que c'est pas tous les acheteurs qui sont comme ça, mais il y a beaucoup d'acheteurs qui commandent des SKU, là, des items sur un listing. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font avec. On a de la misère à rentrer en contact avec le client. On a l'air des extraterrestres. On n'est pas bon. Les premiers labs qu'on a faits, on a amené des mauvaises solutions à des clients. J'ai fallu que je fasse un chèque à un client. Ça n'a pas été facile. Mais c'est ça, c'est une série de choses qui mènent à un moment donné à... On change le nom de la compagnie, on sac les murs à terre, des beaux bureaux vitrés, rendus, il y a des œuvres d'art sur les murs. On rencontre tous les employés. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle entreprise. Et là, je te jure, là, je suis passé de locataire à propriétaire. Oui. C'était absolument rien contre mon père. Là. Non, c'est ça. Eux autres, c'était pas bon avant, whatever. Et la croissance est revenue au rendez-vous. Puis à un moment donné, on a fêté le 35 ans de la compagnie, puis on est dans un party de Noël. Imagine-toi donc, les comités de party de Noël ont engagé un band pour faire de la musique. Puis sans le savoir, c'est mes chums de secondaire. OK. Puis ils sont bons. Puis le party punk, puis nous autres, on a fait tout employés et conjoints, couche à l'hôtel, gros party. Et à un moment donné, ils jouent la chanson One de U2. Je ne trippe pas de temps sur U2, mais là, naturellement, les gens commencent à se prendre par les épaules et à danser. Tu sais, c'est un moment cheesy, là. Oui. Mais quand il est vrai, le moment cheesy, là, tu sais, je regarderais ça et je vais être un peu quétaine, mais là, on venait de gagner la Coupe Stanley. Oui. Là, wow. Là, je venais de... OK, on a accompli quelque chose. Puis ensemble, vraiment ensemble. C'était... Le one, c'est de même que je le voyais. Là. Oui. Il n'y a pas un c'est comme la concrétisation d'un peu de toutes ces années-là, avec un positionnement unique et stratégique. Exact. Puis explique-nous donc, aujourd'hui, Emballage Cartier, c'est quoi son positionnement? Bien, c'est ça. Nous autres, on a défini vraiment comme mission qu'on aide nos clients à adopter des meilleures pratiques d'emballage. On les aide par 4 champs d'expertise qui sont le laboratoire, notre service technique, l'automatisation, puis la vente de produits. Puis on a un BIAG, qu'on a fini par en avoir un,
qui a révolutionné l'emballage vers un monde durable. Puis ça, c'est le fun parce qu'encore là, ça a été, même si c'était dans notre ADN déjà d'amener nos clients à réduire leur consommation, là, on l'a mis de l'avant, puis on est rendu carboneutre. On a chaque mandat laboratoire, on évalue l'émission de gaz à effet de serre des emballages de nos clients. Là, c'est parti. Là, c'est vraiment cool. C'est encore mieux. Puis ça revient un petit peu. Puis c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, là, c'est ça, quand je lisais la préparation puis je voyais le billage, je me disais, ah, wow, c'est le fun, tu sais. Il y a le mot révolutionner, mais tu sais, en même temps, tu as commencé à petite échelle, mais tu as révolutionné un département à la fois. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends. Tu avais toujours cette vision-là. Tu es comme un visionnaire dans l'âme, mais qui a toujours fait les choses tranquillement, pas vite, mais à un moment donné, ça s'est concrétisé. Là, tu sais. Puis là, le vent, là, vous avez pris votre envol, là, vous surfez sur la vague. Tu sais, il y a des moments où on file plus révolutionnaire que d'autres. Oui. Tu sais, tu prends la présidence d'une entreprise qui commence à décliner. Là. Oui. Il y a beaucoup plus d'urgence. Oui. Là, tu es confronté à des problématiques, puis moi, je suis meilleur là-dedans. Moi, la crise du verglas, c'était un des moments les plus forts de ma vie, puis j'aime pas ça dire ça en ondes, mais quand la pandémie est arrivée, j'ai fait je rêve aux attaques de zombies. c'est ça. En fait, c'est que tu vois des opportunités quand il y a des gros défis. Je suis bien là-dedans. Quand on commence à pogner plus vitesse cruise control, là, où on peut pas toujours être le couteau entre les dents et révolutionner ou être en crise. Mais quand c'est plus dans l'amélioration continue, puis tout ça, c'est pas tant ma tasse de thé. Là. Donc, tu es un vrai entrepreneur. Non. Ah, merci! Il a fallu venir ici. Merci. C'est ça. Mais c'est un peu ça, de toujours vouloir réinventer, de toujours faire les choses. Mais fait que dans ce désir-là, c'est qu'aujourd'hui, parle-nous un peu de c'est quoi en chiffres, quartier, combien d'employés. Parle-nous un peu de votre footprint. Là, vous êtes où, etc. Bien, c'est une entreprise qui a déjà eu 100 employés avant, dans le temps de mon père. OK. Puis, peut-être avec 25 millions de chiffre d'affaires. Puis là, on a 100 employés avec 75-80 millions de chiffre d'affaires. Oui. On a fait une acquisition en Ontario qui s'appelle Complete Packaging System. Cette entreprise-là a peut-être 25 millions de chiffre d'affaires, puis qui est répartie un peu au Canada puis un peu aux États-Unis. Fait que là, avec cette entreprise-là, on fait affaire aux États-Unis. On est devenu un petit peu plus global. Là. Avant ça, on ne sortait pas vraiment du Québec. Là. Fait que là, il y a une expansion, il y a une croissance qui est intéressante. Ouais. Ta sœur est toujours avec toi? Ben non, ma sœur n'est plus avec moi. Imagine-toi donc, Josée elle m'a supporté énormément. Tout ce qu'elle a fait, elle a laissé un leg extraordinaire. Les départements que Josée elle s'est occupée, c'est droit. Moi, elle m'a amené une fierté dans mon entreprise. Tu ne trouveras pas... quand l'impôt passe chez nous, ils ne trouveront rien. C'est drette. Puis il y a plein de privilèges. On pourrait faire une discussion là-dessus d'une heure. Il y a plein de bénéfices à être droit. C'est des beaux départements. Josée, elle, à un moment donné, la passion n'était pas tellement au rendez-vous avec l'emballage. Puis il y a une autre idée qui nous est venue dans la tête à un moment donné. Moi, mon beau-père avait une terre agricole, puis quand il a vendu sa terre, je m'ennuyais d'aller jouer avec du 4 roues puis d'aller travailler sur la terre. C'est contextuel. Le chum à Josée venait de laisser sa job. Il était en recherche. J'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça qu'on fabrique de l'alcool. Oui. Fait qu'on s'est... puis là, tout le monde alentour. Tu allais voir des amis qui fabriquaient de l'alcool dans la région, puis tout le monde disait, commence petit. On ne les a pas écoutés. On est tombé en amour avec un verger, 32 hectares. On a acheté un verger, on s'est mis à faire du cidre de glace. Puis, éventuellement, il y avait aussi des vignes, du vin. Fait qu'on a parti Domaine Cartier-Potel ensemble. Puis, éventuellement, Josée est allée travailler chez Domaine Cartier-Potel à temps plein. Puis, c'est là que j'ai engagé un directeur général de l'externe. Domaine Cartier-Potel, ça a terminé l'année passée. Après 13 ans, on a vendu justement à la famille Robert, qui sont nos voisins, puis des amis là, qui ont déjà beaucoup. Ils ont un gros vignoble. OK. Fait que ça a été une belle aventure. Parce que je me rappelle, il y avait même des événements de l'EB qui se faisaient là-bas, tout ça. Là, ça a été... moi, j'ai découvert ma sœur, Josée. Le drame de ma vie, ça va été un fils de boss ça a pris du temps avant de réaliser que j'étais capable de faire des choses par moi-même. Puis Josée, peut-être le drame de sa vie, c'est d'avoir été bonne à l'école.
Ouais. Elle a tellement été bonne à l'école, par mathématiques, ils ont dit tu vas être comptable. Puis je ne dis pas qu'elle n'a pas été heureuse comme comptable, mais quand je l'ai vue dans le domaine Cartier-Potel, j'ai vu le côté plus artistique, le côté passion. Et on a vraiment trippé. C'est juste qu'à un moment donné, c'est peine trop d'ouvrage. C'est une jeune retraitée. C'est une jeune retraitée. Mais tu sais, c'est justement, tu sais, parle-nous un peu de ça, tu sais, parce qu'au Québec, il faut être courageux, non, pour se lancer dans ce type de modèle d'affaires-là, puis fabriquer de l'alcool. Ben écoute, je te dirais qu'il faut être courageux pour partir pas mal plein d'affaires. Oui, vu de même. Écoute, je suis un comité aviseur, puis on avait une rencontre cette semaine où c'est des gens formidables qui ont fait une invention formidable qui devrait révolutionner le monde dans lequel ils sont, puis ils sont à la recherche de financement, puis c'est les 12 travaux d'Astérix. C'est vraiment les « Ah, ben t'en as pas encore vendu, quand tu vas en vendre, ouais, mais pour en vendre, il faut que je fasse un plan marketing. » Il faut qu'ils sortent l'argent de leur poche. On avait aussi une réunion comité de direction chez Cartier cette semaine. Puis Geneviève aux ressources humaines est venue nous parler de toutes les conformités en lien avec les lois, de l'Office de la langue française, équité salariale. Puis, on a une belle entreprise. Je l'ai dit tantôt, c'est droit, puis on est conforme et tout. Puis là, je me posais la question, une entreprise beaucoup plus petite qui n'a pas les ressources. Oui. Il y a beaucoup, je pense que c'est criant. Je peux pas dire ailleurs, je n'ai pas vécu dans un autre pays, mais je pense que c'est criant que présentement, là, il y a beaucoup de, on appelle ça du red tape en anglais. Là. Ah, c'est clair. C'est dur. Puis dans le domaine de l'alcool, c'était épouvantable. Là. Des lois, des règles qui ont été faites en 1930, puis que personne ne déroge de ça, puis qui n'ont complètement aucun sens. Là. Puis on appelle des fonctionnaires qui font le job. Là. Les fonctionnaires te répondent, c'est quoi? Pouvez-vous faire un allègement? Non. Puis moi, j'avais la chance justement d'avoir Josée qui, elle, tout ce qui est conformité puis remplir la paperasse, ça ne la dérange pas. Moi, moi demain matin, là, tu me demandes juste d'ouvrir un compte à la banque puis je m'arrache les cheveux. Mais dans tout ça, ce qu'on parlait aussi avant le podcast, c'est que tu as engagé un DG, puis à un certain moment donné, tu l'as dit un peu, tu as effleuré, tu as dit un peu, des fois, quand ça vient un petit peu plus en amélioration continue, c'est peut-être pas ma place. Fait que, tu sais, et c'est là que il y a peut-être des creux aussi que tu as vécu, tu sais, puis est-ce que tu veux nous en parler juste un petit peu davantage, de dire comment, toi, tu les as adressés dans ces phases-là de ta vie pour pouvoir inspirer d'autres entrepreneurs? Oui. Bien, écoute, on est pris dans des modèles, puis, tu sais, j'ai dit tantôt, là, tu étudies dans quelque chose, puis après ça, tu vas le faire le reste de ta vie. Bien, moi, mon modèle, à quelque part, c'était mon père. Je suis rendu entrepreneur, fait que, à un moment donné, je vais prendre ma retraite, tu sais. Puis même à un certain moment donné, tu as l'âge pour avoir déjà vu ça, là, la retraite à 55 ans avec la London Life. C'est un modèle qui est proposé dans la société. Tu travailles assez longtemps, tu ramasses d'argent, tu prends ta retraite. Je crois plus à ça. Non. Moi, j'ai vu un homme formidable qui n'a pas pris sa retraite, il est tombé malade, puis il est mort. Déchu d'une faillite. Ouais. Alors, moi, j'ai décidé dans mon organisation que, tu sais, j'étais hot, là. J'étais celui que tout le monde venait voir. David, on fait quoi? A ou B, on fait quoi? Je prenais des décisions, j'éteignais des feux, j'étais impliqué dans mon business. Un vrai leader. Suivez-moi, le couteau entre les dents. Mais j'ai décidé que c'était plus ça que j'allais faire, puis j'ai rencontré mon équipe. Toute la gang. Puis, ça fait combien de temps, ça, de ça, à peu près? Ben, c'est peut-être à mi-mandat. Là. Ça fait peut-être 8 ans là, ou 7 ans. Puis je rencontre les gens, puis je suis assez cru, je suis assez direct. Je dis, écoute, tu es un directeur, je te paye tant par année, tu as des compétences que moi, j'ai pas. Je trouve ça un peu nono que ce soit moi qui prenne ce genre de décision-là. Mon souhait, c'est de me retirer tranquillement des opérations. Et il y a du monde qui attendait juste ça. Il y a du monde qui voulait briller, puis qui était bien d'accord avec ça. Puis il y a du monde que j'ai compris que toute leur vie, ils étaient bien dans une place où il y a quelqu'un qui prend des décisions à leur place. C'était pas évident. Il y a eu un gros cheminement ensemble, puis un gros cheminement personnel, parce que ça part de, OK, quand tu viens dans mon bureau, tu viens plus me poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu viens dans mon bureau, tu viens me dire, je m'en viens de voir parce que je suis choqué, je m'en viens de voir parce que je veux avoir ton opinion sur telle affaire, mais c'est moi qui vais prendre la décision, et c'est plus moi qui prends la décision. T'sais. Fait que là, les gens, des fois, ça créait des malaises, on riait. Là, t'sais. Là, je veux pas ton opinion, puis je veux pas que tu décides, je veux juste te dire que je suis fâché, puis
M'en viens me vider ici. Parfait, vas-y, la boîte de Kleenex. C'était drôle, c'était drôle. Avec d'autres, c'était moins facile, puis tout. Puis parallèlement à ça, c'est que je m'enlève tranquillement des responsabilités. Il y a des affaires que je suis bien content de l'autre personne. Parce que j'haïs, je suis pas bon dedans, j'haïs ça, puis c'est pas à moi à faire ça. L'autre, il adore ça, il est bon, puis c'est lui à faire ça. Facile. Mais il y a des affaires, c'est des affaires que j'aime. Comme? Moi, des stratégies de vente, j'aime ça. OK. Ah oui. C'est une bonne question parce que ça me permet de réaliser que j'ai peut-être pilé ses pieds de certaines personnes à certains moments parce que moi, j'ai eu du succès à cette place-là, puis j'aime ça. Puis même encore aujourd'hui, je suis fatigué. Oui. Vous essayez telle affaire? Moi, dans mon temps, je l'ai essayé. C'est mon bébé. Ouais. Mais puis parallèlement à ça, c'est hey, je lui donne le droit de m'évincer d'un meeting. OK. Sérieux, je peux être désagréable en meeting. Fait que, puis je peux être polarisant. Et le monde n'iront pas nécessairement à l'encontre de la voix du président. Fait qu'à un moment donné, ça donne quoi d'avoir un paquet de gens intéressants, spécialistes, meilleurs que toi, puis que c'est pas eux autres qui décident. T'sais. Fait qu'à un moment donné, dans une planification stratégique, imagine, planification stratégique, Monsieur le Président, on est parti 3 jours, la caille épaule. Après une journée et demie, c'est l'heure du dîner. Monsieur le Président, je m'appelle pas de même d'habitude, là, c'était juste pour rire. Il fait beau aujourd'hui, on vous conseille d'aller vous promener ailleurs qu'ici. Là, j'étais aïe, ils l'ont fait. Fait que ce que je me suis rendu compte, c'est j'ai pas tant besoin d'être là, je suis là pareil. Ils savent c'est quoi que je pense, les grandes lignes. Je suis un radoteux. Moi, je répète jusqu'à en être prévisible. Fait que si je suis pas dans une salle de meeting, il y a quelqu'un, même ils me le disent des fois, il y en a qui disent « Ouais, mais je pense pas que David aimerait ça. » Oui, c'est ça. Mais tu as été capable, en fait. Oui, mais en même temps, il y a plein de présidents que c'est difficile pour eux de lâcher le morceau, là. Ouais, ben, il y a plein de choses. Hey, c'est complexe, l'être humain. Là. Oui, il y a le côté je lâche pas le morceau parce que je lui fais pas confiance. Ouais. Ça, il y a beaucoup de monde qui sont là. Ouais. Ça sera pas fait comme moi. Mais à un moment donné, tu comprends que même si c'est pas fait comme toi, ça peut être mieux fait ou ça peut être fait différemment. Puis là, tu as accès au pouvoir collectif, au talent collectif. Quand tout le monde a le goût de briller dans leurs fonctions spécifiques, dans leur talent, wow! Tu sais, mettons, moi, dans une journée, là, j'étais hot, OK? J'étais vraiment hot. Des décisions, là, j'en prenais 65 de bonnes. Ou, mettons, des bonnes journées, 85 ou... On ne sait pas, hein, combien... On ne sait pas. Mais mettons qu'on se fait croire qu'on est bien bon. Bien, ces gens-là, je pense qu'ils ont un meilleur score que moi. Il y a peut-être des zones qui m'appartiennent encore. Puis j'appelle ça, moi, j'ai un droit de veto ultime. Puis j'ai le droit de l'utiliser quand je veux. Il s'est arrivé une fois, je pense, dans les 3 dernières années, où j'ai dit j'utilise mon droit de veto ultime. Parce que plus je l'utilise, plus je les enlève du pouvoir. Ouais. Fait qu'il y a cette partie-là de ne pas avoir confiance, que ça va être fait à la hauteur. Puis il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui me l'a remis en face justement cette semaine parce que je suis entraîneur à l'EEB, à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Puis je le dis ça. Puis il y a du monde qui essaie d'appliquer ça dans leur entreprise. Puis ils disent hey, j'ai lâché les opérations de vue. Puis là, la personne m'a tout scrappé ça. Tu sais, ça se fait progressivement. Ça se fait graduellement. C'est pas. Il faut que tu regardes tes KPI pareil. Là, c'est pas, tiens, voici les clés de la maison. Mais ça, j'en vois beaucoup des présidents me dire ah oui, je me suis mis un DG. Puis là, c'est comme s'il lâchait il lâchait la serviette. Puis là, mais après, ça tombe tout. Il faut que tu restes là. Tu restes responsabilité quand même. Là. Oui. L'autre tranche importante à parler, c'est le moi. L'être humain là, qui pompier puis qui ne se réalise plus dans toutes ces belles fonctions-là d'être un leader. Je fais quoi? Puis les heures d'une journée, il reste 24 heures d'une journée. Hein. OK, je ne vais plus à ce meeting-là, je vais plus. Là, tranquillement, l'agenda se libère. Ça t'est jamais arrivé depuis l'âge de 14 ans, là? Oui, mais c'est quelque chose que j'aspire pareil. N'oubliez pas que j'ai un petit côté paresseux. Je rêve au jour où j'aurai rien à faire. Mais ça arrive. Fait que là, c'est quoi qu'ils font les gens riches qui n'ont rien à faire? Bien, ils font des choses de gens riches qui n'ont rien à faire. C'est ce qu'il veut dire? Des affaires avec de l'adrénaline. Oui. S'acheter un char qui va vite, s'acheter un bateau, puis voyager. Puis, ouais. C'est cool, là, puis on ne fera pas pitié. Là, c'est vraiment... Mais moi, ça m'a carrément enlevé tout mon besoin de me réaliser, de servir à quelque chose. Je suis devenu totalement... Je sers à quoi dans la vie, moi? Oui, c'est une grosse remise en question. Tu sais, la
retraite à 47 ans. Là. Fait que j'ai beaucoup de temps, puis concrètement, là, c'est mes enfants reviennent de l'école, puis je suis sur le divan à écouter la TV. Là. J'arrive avant mes enfants. Là. Fait que je me sens un petit peu... perdu, j'imagine. Ouais, plus que ça. Là. Je me sens comme une crotte. Là. Ouais. Mais un vide, ça, je crois à ça dans la vie. Quand tu crées un vide, il peut se remplir. Et là, c'est une séquence encore là d'événements extraordinaires. Je fais l'école d'entrepreneurship de Beauce comme athlète, étudiant, pendant 2 ans. Puis après ça, on me demande de devenir entraîneur ou professeur. Là. Puis là, je découvre quelque chose d'autre. Même si je ne suis pas un gars qui est très technique. Puis voici le secret du succès en 12 étapes. Je ne sais pas en tout. Mais je rencontre un accompagnateur qui s'appelle René Hull qui m'a challengé. Il était tough, le tabarnouche. Là. Puis à cette heure, c'est rendu un bon ami. On a bâti quelque chose. Puis, tu vois, je pense que ça fait, dans des cohortes émergence ou élites, ça fait une dizaine de fois que je passe. J'ai passé dans des bootcamps. Je travaille beaucoup avec le B. Ça, c'est arrivé. Après ça, du monde qui m'ont demandé. Naturellement, je ne sais pas comment c'est arrivé, là, par référence, Appel Quartier va t'aider là-dessus. Le groupement des chefs d'entreprise qui me demande de donner une conférence devant 500 personnes. OK, je vais y aller. Après ça, dans la salle, il y a du monde. « Hey, c'était vraiment bon ta conférence. Viens la donner à telle place. » Il y a un gars qui m'invite à la donner la conférence à Tahiti. Fait que je deviens conférencier. Moi qui a peur des exposés oraux du secondaire. Puis j'embarque, on me demande d'embarquer sur des comités aviseurs. Fait que tu sais, ce vide-là, tranquillement, mon besoin d'être tu as redéfini un nouveau purpose, une nouvelle raison d'être dans ta vie. Clairement. Puis j'ai découvert ça que aider le monde, puis c'est rendu large, mon affaire. Moi, j'embarque le monde sur le pouce, là. Hey, c'est dangereux, embarquez pas le monde sur le pouce. Faites pas ça à la maison. Et où la caméra? Mais aller sur Tinder, tu sais. Oui, c'est ça. J'étais à l'épicerie l'autre fois, puis il y a quelqu'un... j'ai pas tant de mérite, mais ça a créé une scène quand même extraordinaire. Il y a un jeune homme avec un déficit, un handicap mental qui est en train d'essayer de payer sa commande d'épicerie, puis il passe sa carte, puis il n'y en a jamais assez. Puis là, il enlève des affaires de sa commande. J'ai dit, je vais te la payer, moi, ta commande. Il n'y avait personne à l'épicerie. Les caissières sont arrivées à côté. Tout le monde pleurait. Puis j'étais comme, j'ai pas fait grand-chose. Même à la limite, je pense que je voulais juste que ça aille plus vite pour que je m'en aille. Tu sais. Et j'ai raconté ça à mes enfants, puis ils étaient fiers. Puis moi, là, il y a un gars l'autre fois, c'est des vieilles histoires, mais sortir du monde des bancs de neige. En fin de semaine, mon voisin, j'apprends qu'il est en Jamaïque. Il a sauté 2 tempêtes de neige. J'étais allé pelleter sa cour. Je pète même pas la mienne. Ouais. J'ai découvert ça, cette espèce. Puis j'ai le temps aussi. J'ai découvert que je le fais pour moi et ça me fait tellement du bien. Oui, c'est ça. Au bout du compte, là, t'es fin, David. Ouais, je suis fin, me fait du bien, moi aussi. Mais en fait, je trouve que la société d'aujourd'hui ne nous permet pas de créer de l'espace pour être capable de connecter à soi. Là, ça fait un peu ésotérique, mais d'avoir ce temps-là. Non, mais juste d'être connecté. Là, à base, là, puis là, on peut aller bien loin. Puis je ne suis pas expert en spiritualité, puis en ça. Oui. On est clairement des boules d'énergie, puis on est en connexion. Oui. Puis il y a des fois, tu dis, aïe, il y a des synchronicités, il y a plein de choses qui se passent que tu es capable de voir. Oui. Ou même des opportunités qui se présentent à toi, tu es capable de les voir, mais d'autres fois, tu n'es pas capable, pas en tout. Tu es pris dans tes problèmes puis dans ton métro boulot dodo. C'est dur, une vie, là. Oui. C'est dur, là. Le monde qui ont des enfants, le monde qui ont des bobos, des maladies, des... Tu élèves tes enfants, puis la manée vieillissent, ils partent, là, puis là, après ça, c'est tes parents que tu t'occupes, puis après ça, c'est tes petits-enfants. Tu sais, c'est comme... Dans la même journée, là, l'école appelle, ton gars s'est battu, puis la résidence, mon père l'Alzheimer, ton père s'est battu. Ouais. Dans la même journée. Shit. Puis c'est tout le monde qui y passe. Oui, là. vraiment. Je suis pas unique. Puis, by the way, ma vie, c'est Walt Disney. J'ai pas eu de gros problèmes dans ma vie. Non, c'est ça. Mais toutes ces affaires, c'est dur être un être Sauf humain. que ce qui m'amène, puis toi, ce que j'aime, au fait, dans ton message ou quand tu donnes des conférences, le titre de ta conférence, c'est Time to Shine. Puis tu vas amener les gens à voir un peu les opportunités, à les prendre. Fait que parle-nous un peu de ça. Tu sais, je pense j'aimerais ça que tu partages ce message-là aux entrepreneurs, de dire, regarde, là, on vient de comprendre l'histoire de David, là, mais vous, entrepreneurs, it's time to shine. Ouais. Tu sais?
Ben écoute, ça vaut pour les entrepreneurs, puis ça vaut pour bien du monde. Oui. Puis l'origine de ça, c'est justement le premier séjour comme entraîneur avec la cohorte G8 de l'École d'entrepreneurship de Beauce, la cohorte émergence, où René, mon accompagnateur, il a comme saisi ça parce que lui, il me pose plein de questions pour bâtir le 24 heures, puis il essaye de trouver un angle. Puis c'est un gars qui est très, très en cohérence. Puis il a l'éducation beaucoup à cœur. Si on est pour passer un 24 heures avec des humains, il faut qu'ils retiennent quelque chose. Puis ce qu'il a retenu de moi, c'est que j'étais pas un gars qui suivait un plan. J'étais un gars qui suit où la vie va m'amener, mais je suis quand même à l'écoute de ça. Puis on a découvert ensemble que, pas juste pour moi, mais pour le reste des humains sur la Terre, la vie t'amène des cadeaux. Oui. La vie t'amène des moments, des opportunités, puis ça peut être 100 000 par semaine, des opportunités, comme ça peut être une en 8 ans. Là. Tu peux les voir ou ne pas les voir. Ou tu peux même décider de ne pas les voir. Donc, téléphone sonne, Michel Bondoc du groupement des chefs d'entreprise qui appelle, David Cartier, on sait que tu ne fais plus grand-chose dans une journée. On aimerait ça que tu viennes expliquer dans le colloque G500, être libre autrement, comment tu as fait pour y arriver. C'est dans 3 mois, c'est une demi-heure de conférence, c'est toi qui ouvres le bal. Après ça, c'est Daniel Henkel qui passe après toi. Time to shine. OK. J'étais déjà porteur du time to shine à ce moment-là. Let's go. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà des traumatismes d'exposés oraux de mon enfance à parler devant 500 personnes. C'est sûr que dans les 3 prochains mois, je ne dormirai plus. Oui, je vais y aller, Michel. Avec là, bâti la conférence, puis toute l'équipe, puis je la donne devant mes employés pour me pratiquer. Puis je lui demande de me donner du feedback, de la rétroaction, puis il y en a une qui me dit « Ouais, ta voix shake, t'es nerveux, tu respires pas bien. » Elle m'a amené vers la cohérence cardiaque, puis du brain gym. Cette fille-là m'a aidé. Je l'ai faite, puis ça a marché, tu sais. Mais tout ça pour dire, on revient, la vie m'a donné un cadeau. Le premier réflexe, là, la petite voix intérieure, va pas là. Hey, j'étais allé au G500 plusieurs fois. Je n'ai vu des comme moi faire patate. Là. Ça arrivait avec un micro puis dire n'importe quoi pendant une demi-heure. Puis les gens sont habitués d'aller voir des conférences puis ils ont besoin du gros calibre. Mm-hmm. S'ils ont trois conférences qui tombent à plat de fil, il y en a qui sacrent le camp. Là, j'ai un stress. Ben, en tout cas, c'est ma perception. C'est le stress que je me mets. Fait qu'il faut performer. Tout. Fait que tout ça veut dire l'opportunité arrive, un cadeau. Je pense qu'on est capable d'identifier que le fait que Michel m'appelle et qu'il me présente l'opportunité, c'est assez clair que c'est un cadeau. Oui. Mais des fois, c'est pas de même. Des fois, il arrive emballé comme ça, mais des fois, il arrive autrement. Puis là, c'est une histoire bien triste, excusez. Un petit gars qui a joué au hockey avec mon fils, puis il a 21 ans, il fait une sortie en parachute, puis ça finit mal. Il se pète la colonne, puis il perd l'usage de ses jambes. Il apprend qu'il va être paraplégique pour le reste de sa vie. Il s'appelle Sean Burnett. Sean Burnett, à cette heure, 21 ans, il est devant les gens, puis il explique son histoire, puis il est rendu qu'il fait partie de l'équipe canadienne de hockey pour paraplégiques sur le Huge, puis il va probablement aller aux Olympiques l'année prochaine. Wow. Puis il dit, moi, là, le cadeau, il n'a pas l'air d'un cadeau, là. C'est pas arrivé de même. C'est arrivé, la vie a décidé, il peut rester dans les frustrations. Puis on en parle avec, puis il dit, ça arrive des fois que ça me frustre, mais j'ai décidé de. Il a pris cette opportunité-là, puis il va réaliser ses rêves. Puis il est fantastique, puis merveilleux. Puis c'est drôle, c'est pas drôle, mais c'est ironique de voir à quel point des fois, il y a des gens qui ont vécu des drames extraordinaires de même, puis qui se relèvent, puis nous autres, on est là. Ouais. Ça peut être... t'inscris ton enfant au soccer, puis le coach, il dit, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à coacher cette année. Il y en a que secrètement, ils disent, ah, moi, j'aimerais ça, mais j'oserais pas. T'sais. Puis plus on vieillit, plus je trouve on joue défensif. Ouais. On se met plus à risque. Puis toutes les petites voix, toutes les... t'es pas assez bon, tu vas avoir l'air fou, t'es pas assez intelligent. C'est ça, on est vraiment tough là, envers nous. Là. Fait que le time to shine, ben c'est ça. Donc, on le fait à l'École d'entrepreneurship de Beauce. On le fait, je le fais dans une entreprise la semaine prochaine. OK. Puis, il y a un atelier, puis c'est de se redonner ce pouvoir-là que, les voir, les opportunités, puis après ça. Écoute, si tu me dis, David, on
on va aller sauter une falaise ensemble. Es-tu game? Pour moi, c'est pas une opportunité. Ça ne cadre pas avec ce que je recherche dans la vie. Oui. C'est pas tout qui est une opportunité. Non, c'est ça. Mais au moins d'être capable de faire « Oh, là, je suis peut-être à une jonction de ma vie, puis ça va peut-être changer bien des choses. » C'est ça. Oui, bien moi, mon père me disait toujours, il faut faire d'un obstacle une victoire, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand tu arrives des épreuves difficiles dans la vie, c'est quoi le cadeau que ça t'amène, c'est quoi l'opportunité, c'est quoi la victoire. Fait que tu nous démontres ça. Alors, si je pose la question, David, dans 10 ans, il va être où? David, dans 10 ans, ben moi, là, dans tout ce processus-là de dire je m'enlève des opérations, puis un vide qui s'est créé, j'ai un peu plus compris qu'est-ce qui me nourrit. On parle beaucoup d'ego, puis je pense qu'il y en a beaucoup de monde qui en ont parlé dans les autres podcasts. L'ego, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Souvent, c'est vu comme négatif. Mon ego a besoin d'être nourri. Puis moi, d'être sur un stage, puis de donner des conférences, puis de briller, c'est quelque chose qui ça me nourrit. Tout le stress avant, le wow, bravo, merci, tu as été inspirant, tout ce pattern-là. Puis j'ai eu une employée qui disait, moi, je suis adulte, puis quand je fais un dessin, j'ai encore le goût que le monde me dise, il est beau ton dessin. Je trouve que c'est une belle image. J'ai ce besoin-là. Ben oui. Puis j'ai découvert que ça me nourrit aussi d'aider, de servir à quelque chose. Moi, quand je me regarde dans le miroir puis que je me juge beaucoup, là, c'est « all right ». Ça a bien été, tu as bien aidé du monde, tu as challengé. J'avais un comité aviseur cette semaine, ça a bien été. Ça me nourrit beaucoup. Fait que ces deux éléments-là, j'ai suivi mon cours pour administrateur de société certifiée. J'ai mon diplôme. C'était beaucoup pour moi, là. Même si c'est pas tant que ça, c'est pas tant d'heures, mais c'était beaucoup de lecture, puis c'était très académique. Je suis fier d'avoir réalisé ça. Puis là, j'ai 3 petites lettres ASC que je peux mettre à côté de mon nom. Ça fait rire parce que je riais de ma soeur qui était CA, puis pour elle, c'était bien important. Je me vois, dans 10 ans, je me vois aider des entreprises. Puis dans d'autres entreprises, j'aime ça aussi de... C'est con à dire, mais des fois, je me sens plus utile dans une entreprise de gens étrangers que dans la mienne. Oui. Et j'apprends, on parlait de financement cette semaine. Je connais rien dans le financement. Je découvre un paquet d'affaires, puis qui va pouvoir aider quelqu'un d'autre. Moi j'adore leur recevoir un téléphone, dire il y a quelqu'un qui m'a dit de t'appeler, puis là, je dis, j'ai pas la réponse, mais je connais quelqu'un d'autre qui l'a. C'est ça, le réseau, exactement. Ouais. Ah, bien, génial, ça. Y a-tu quelque chose en terminant qui te vient en tête, un message que tu voudrais dire? Bien, on a gratté un peu le bout, là, on engage un directeur général, puis on délègue, on fait confiance. Je trouve que c'est un gros enjeu au Québec. Les entreprises que je rencontre, là, il y en a beaucoup qui ont engagé un directeur général puis qui ont eu une mauvaise expérience, puis ils ne recommenceront pas jamais. Puis ils le disent à d'autres, puis ainsi de suite. Quand j'ai engagé mon directeur général, ou même quand j'ai fait mon acquisition en Ontario, j'avais retenu une chose importante de mon passage à l'EEB, c'est tu fais ces choses-là basées sur des valeurs. Mon DG, là, il est totalement différent de moi, mais à la base, il a des valeurs extraordinaires. Moi, j'ai des valeurs d'inclusion et de diversité vraiment importantes. Après 2 entrevues, je l'ai amené manger au restaurant, puis j'ai commencé à y jouer des tours. Là. Toi, là, qu'est-ce que tu penses de ça, là, les terroristes, puis les Arabes? Je faisais comme si j'étais un peu raciste. Puis le gars, tout de suite, il me dit non, moi, que les gens viennent de n'importe où, c'est des êtres humains. Puis peut-être qu'il m'avait vu venir, mais à cette heure, je travaille avec, puis je sais qu'il est comme moi là-dessus. C'était bien important pour moi d'avoir un alignement à ses valeurs. Puis quand on a Darren, le président de Complete Packaging System, ça a pris, on a dansé ensemble 2 ans et demi, certains. Là. Puis on s'est choisi ses valeurs aussi. Puis il y a des acquisitions que je n'ai pas faites à cause des valeurs n'étaient pas compatibles. Puis je dirais, si vous voulez passer à un autre niveau, que ce soit un DG ou des gens vraiment stratégiques dans votre entreprise, il faut s'aligner ses valeurs puis il faut leur faire de la place. Il faut les laisser briller à des endroits où, des fois, on aurait le goût de se piler ses pieds. Excellent. Écoute, ça ne peut pas mieux terminer. Merci beaucoup de ton temps. J'ai adoré discuter avec toi. Plein de beaux éléments qui font réfléchir. Puis comme tu dis, s'il y a des questions qu'il faut se poser plus tôt que plus tard, puis passer à l'action. Donc, merci infiniment pour toi. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci de l'invitation. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.